Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Des hauts et des bas, une émission politique où l'on traite de l'actualité. Tout de suite, les trois sujets. Le premier, la crise ukrainienne aujourd'hui. Taïwan demain avec la Chine. Vivrons-nous demain des stratégies coordonnées? Deuxième sujet, impact géopolitique. Ferons-nous face à une confrontation bloc occidental contre bloc oriental? Et pour finir, quel impact de la crise sur le continent africain? Comment vont réagir les opinions publiques africaines? Tout de suite autour de la table, je commence par vous, Mariam Bouslam. Vous êtes la seule femme du plateau. Alors, bonjour, vous êtes diplômée en relations internationales à l'ERIS. Vous êtes également diplômée en sciences politiques à la Sorbonne. C'est ça. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. À côté de vous, Quentin Delarue, vous êtes chercheur associé à l'IPSE. Alors l'IPSE, c'est quoi? C'est l'Institut de prospective et sécurité en Europe. C'est un institut qui regroupe un certain nombre de personnes, diplomates, militaires, politiques, et qui réfléchissent sur les questions très brûlantes aujourd'hui de sécurité en Europe, mais pas seulement. Il y a un tropisme, tout est lié de l'Afrique, et on va parler si la confrontation du bloc Ouest-Est, elle se fait aussi en Afrique. Très bien, nous serons contents de vous entendre justement sur ce sujet. Merci à vous et soyez le bienvenu. Merci. Afid El Houssine, bonsoir. Vous êtes président de l'Association des entrepreneurs du Grand Reims. Oui, et je suis aussi président de la société Impulse Consulting, qui est chargée de stratégie, notamment dans le domaine du marketing digital ou de la relation institutionnelle. Très bien, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. À côté de vous, Abdelkrim Yacoub Koundougoumi, vous êtes également chercheur à l'IPSE, mais aussi activiste politique tchadien. Oui, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu favorablement. C'est un plaisir. Tout de suite sur le premier sujet, la crise ukrainienne aujourd'hui, Taïwan demain. Avec la Chine, vivons-nous demain des stratégies coordonnées? On se retrouve après la vidéo pour en débattre. Beijing déclare espérer que les deux pays apprendront de leurs expériences au cours des 5 décennies écoulées du communiqué de Shanghai et pousseront conjointement les relations bilatérales de retour sur la voie d'un développement sain et stable. Le ministère chinois des Affaires étrangères répond également à l'approbation par Washington d'un contrat de vente d'armes à Taïwan pour 100 millions de dollars, déclarant que cela constitue une violation du communiqué conjoint de 1982 entre la Chine et les États-Unis, qui établit que Washington ne cherche pas à mener une politique pour la vente d'armes à long terme à Taïwan. Les ventes d'armes par les États-Unis à Taïwan violent sérieusement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis. Les ventes d'armes violent la souveraineté et les intérêts sécuritaires de la Chine et portent atteinte aux relations sino-américaines, de même qu'à la paix et à la stabilité à travers le détroit de Taïwan. La Chine rejette officiellement et condamne fermement cela. En vue de protéger la souveraineté et les intérêts sécuritaires chinois, conformément à nos lois contre les sanctions étrangères, le gouvernement chinois a décidé d'imposer des contre-mesures à des entreprises industrielles des États-Unis, à savoir Raytheon et Lockheed Martin, qui ont vendu des armes à Taïwan. Alors sur le sujet, Quentin Delarue, vous pensez que c'est un scénario qui peut voir le jour? Ça peut arriver justement que Taïwan soit annexé par la Chine? Ce qui est sûr, c'est que la Chine a dans ses certain nombre de documents, dans sa doctrine, dans ses prises de parole, affirmé plusieurs fois que Taïwan était pas non seulement chinoise, puisque on parle de République de Chine, mais devrait faire partie un jour ou l'autre de la République populaire de Chine. Donc comment ça va se passer? Il y a plusieurs possibilités. Ce que l'on voit, c'est que Taïwan est un pays qui est bien mieux armé que l'Ukraine, qui est armé par la première puissance mondiale notamment, et qui a plus de 100 000 hommes à peu près de plus sur le terrain que l'Ukraine, et qui a un armement qui, encore il y a quelques années, on va dire jusqu'en les années 2010, pouvait rivaliser avec l'armée chinoise. Aujourd'hui, l'armée chinoise a vraiment dépassé en termes d'effectifs, en termes de technologique aussi, et de capacité opérationnelle Taïwan. Et là, vraiment, les États-Unis renforcent leur présence, pas que d'ailleurs, on était il n'y a pas très longtemps, on avait une frégate. Enfin, ils renforcent leur présence, mais ils sont déjà un petit peu partout. Et on le voit sur la carte, justement, Vladimir Poutine a dénoncé dernièrement toutes ces bases américaines qui étaient tournées vers la Russie, avec les missiles orientés vers la Russie. Donc cette présence américaine de l'autre côté aussi, côté Asie, côté Taïwan et Chine,
c'est aussi c'est le même spectre? Non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas comparable en réalité. Ce qu'on peut parler, c'est en termes d'attitude, en termes de programmation stratégique. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos par ce que la Chine entend faire de Taïwan, comme ce que la Russie entendait faire de l'Ukraine. On a vu les prises de position de Poutine se raidir depuis qu'il est venu au pouvoir, et notamment ces dernières années où en fait on a, j'allais dire, rien vu venir. Non, il y a simplement les services secrets de renseignement américains qui étaient persuadés que la Russie allait envahir l'Ukraine, pour un problème peut-être de crédibilité des actions militaires précédentes des États-Unis, on les a peut-être pas crues, mais il s'est passé ce qui s'est passé, et pour la Chine, il faudra vraiment se poser la question. Simplement, est-ce que la Chine entraîne... Aujourd'hui, ce qu'on se demande, c'est est-ce que la Russie va entraîner tout le monde dans le conflit en Ukraine, aux portes de l'OTAN? Est-ce que, comme dirait Joe Biden, si vous touchez 1 centimètre carré des pays de l'OTAN, là, on interviendra? C'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que la Chine interviendrait seule et entraînerait dans un discours, chercherait l'appui forcément de la Russie, chercherait l'appui de l'Iran, chercherait l'appui des pays de la coopération Shanghai comment dirais-je, de l'Asie centrale? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Mais en termes militaires, si la Chine déclenche une invasion, il y a des plans, hein, elle sait comment faire, de Taïwan, ce sera pas vraiment la même histoire, là. On sera vraiment dans un degré d'intensité, à mon avis, supérieur. Parce qu'on a vu la Russie intervenir. On peut se poser la question parfois sur sa façon de progresser en Ukraine. On pensait que ce serait une guerre un peu éclair, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc il y a des problèmes aussi militaires. Hafid El-Hossein, c'est un scénario envisageable, l'annexion de Taïwan? La seule chose que je partage avec le témoignage précédent, en fait, c'est que les plans sont dans les cartons, entre guillemets, c'est-à-dire que obligatoirement, il y a des plans d'invasion de Taïwan, etc. Mais pour bien comprendre le conflit avec Taïwan, il faut déjà avoir une lecture un peu plus historique et comprendre qu'est-ce que Taïwan, comment s'est composé Taïwan, de qui était composé Taïwan, et notamment au niveau de la République populaire de Chine à l'époque, qui avait repoussé les nationalistes du Kuomintang, je crois, vers Taïwan. C'est-à-dire qu'en fait, les îles, les archipels, etc., étaient déjà composés de nationalistes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au pouvoir, on a cette même fibre, et c'est ce même courant politique qui explique justement la proximité avec les États-Unis et le fait que les États-Unis ont investi autant sur eux. Entre guillemets, c'était la bonne partie des Chinois qui avaient refusé le communisme au début du 19e. Et il y a une deuxième partie aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que de toute façon, c'est une île, c'est-à-dire que si on doit parler de puissance militaire, comme l'a très bien dit monsieur, aujourd'hui c'est sans commune mesure, c'est-à-dire au niveau de la puissance entre la Chine et Taïwan, mais il faut aussi savoir que Taïwan est passé par différents leaderships, dont la Chine, le Japon, etc., sur cette île, ce qui veut dire que l'ancrage comme ça, avec un œil moderne, on a l'impression que Taïwan est ancré dans la réalité de l'histoire, mais c'est un territoire qui a toujours été en complète mutation. Et aujourd'hui, je pense que la Chine respectera sa doctrine qui est celle de ne pas aller à la confrontation directe et qui sont plutôt dans une lecture attentiste de regarder ce qui se passe en Ukraine pour bien évaluer la situation, regarder le niveau des sanctions et ensuite agir. Si vous permettez, à l'identique, on ne pensait pas que les Russes allaient justement envahir l'Ukraine. Ben là, en tant que média, vous ne le pensez pas. Qu'ils n'iront pas, mais on s'est trompé sur ce scénario. Vous êtes trompé, mais les leaders politiques russes, eux, n'ont jamais caché leur intention. En 2005, on retrouve des discours de Poutine où il dit que si on continue dans les cycles d'avancement de l'OTAN, il interviendrait, pour reprendre son expression, c'est l'Ukraine aura des problèmes. On sait que dans la bouche d'un président, l'Ukraine aura des problèmes, ce que ça veut dire. Et je pense aussi qu'à l'ère aujourd'hui des satellites et de tout ce qu'on a comme outil technologique, on voit bien que ces forces, elles ne sont pas disposées autour de l'Ukraine comme ça pour le plaisir. Et la précédente opération en Géorgie, c'est quasiment un remake qu'on est en train de revivre. C'est la même méthodologie. Et contrairement à ce qu'on voit comme explication dans les médias actuellement, je ne crois pas que c'est, entre guillemets, des difficultés qu'ils ont sur le terrain. C'est surtout l'image qu'ils veulent éviter, c'est-à-dire les massacres, c'est-à-dire des civils, etc. Donc ils agissent par cycle et, entre guillemets, ils ne veulent surtout pas toucher aux civils. Mariam Bouslam, si vous étiez dirigeante de la Chine, est-ce que vous n'auriez pas tout intérêt à aller annexer tout de suite Taïwan dans cette cacophonie mondiale?
Merci de me donner ce rôle, dirigeant de la Chine. Déjà, je serais plus démocrate, ça c'est sûr. Mais là où je rejoins le propos de... Mais sur un plan stratégique. Sur un plan C'est pas le stratégique, sur un plan stratégique, c'est là où je rejoins le propos précédent. Je serais plutôt dans l'observation, dans la stratégie de communication, parce qu'en effet, j'irais même, ce que Poutine a fait pourrait servir peut-être de jurisprudence à l'avenir pour les États, que ce soit, alors on peut parler aussi de... vous l'avez rappelé, monsieur Delarue, sur l'Iran, sur le positionnement de l'Iran. On peut aussi parler aussi des problématiques intra-continentales sur le continent africain, notamment est-ce que le Maroc va demain aller régler ses comptes avec oui, mais du coup tout est lié, sur la question, sur les nouveaux rapports de force, je pense que Taïwan et la Chine ont tout intérêt à observer ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, le positionnement de l'OTAN, les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. On va y venir sur le vote à l'Assemblée générale, sur comment justement Washington et l'Europe se positionnent, comment ils vont au bout des sanctions faites. Je rappelle que Taïwan a condamné la Russie, pas la Chine. La République populaire de Chine a dit que justement c'était un ami sans limite de Moscou. C'est pas le cas de Taïwan. Taïwan a rejoint le concert des nations, a rejoint la communauté internationale. La Chine s'est abstenue au vote à l'ONU. En effet, mais donc du coup, même le numéro 1 mondial du semi-conducteur taïwanais s'est engagé à accepter des sanctions, en tout cas à mettre en application les sanctions internationales à l'égard de la Russie. Donc c'est-à-dire qu'en effet, ils sont dans un positionnement d'observateurs, acteurs dans une moindre mesure, mais la République populaire de Chine n'a pas intérêt en ce moment, en tout cas à l'état actuel des choses au niveau mondial, d'annexer ou de faire une opération militaire terrestre à l'égard de Taïwan. Je pense qu'on n'est pas à l'abri que ça se fasse dans les prochaines années ou dans les prochains mois, mais en tout cas avec une stratégie dont encore nous, occidentaux, seront pris au dépourvu comme Poutine nous a pris au dépourvu tous, quand bien même ses déclarations antérieures étaient très claires sur ses ambitions, sur sa volonté de, encore une fois, réannexer tous les territoires ex-URSS, parce que ce qu'a dit le président ukrainien, oui, de la fédération russe à l'URSS, ce qui se passe en Ukraine, ça va se passer en Lituanie, en Lettonie, en Géorgie demain, etc., en Estonie, etc. Et donc voilà, donc du coup, il faut rester un petit peu raison gardée, et il ne faut pas faire de plan sur la comète. Je pense que les dirigeants chinois vont nous prendre au dépourvu, comme la Russie nous ont pris. On parlera peut-être de la guerre froide. Est-ce qu'il y a un renouveau? Je ne vais pas empiéter sur le sujet. Mais est-ce qu'elle a eu une rupture? On est dans une nouvelle ère, en tout cas dans une guerre économique. On peut parler en effet, mais je ne vais pas revenir sur le sujet précédent, on peut revenir en effet on est dans une nouvelle ère des relations internationales, ça c'est sûr. Abdelkarim Koundougoumi, justement, on voit aujourd'hui, on revendique ce droit d'annexer un pays au même titre que les autres puissances mondiales, à savoir les Américains, sur l'Irak, sur l'Afghanistan, sur la Syrie. Est-ce que vous pensez que, dans l'hypothèse où les Chinois annexeraient le Taïwan, est-ce qu'ils pourraient tenir ce même discours en disant les Américains l'ont fait, personne ne les a condamnés, je ne vois pas pourquoi vous nous condamneriez? Alors, quand on prend la situation globalement et quand on analyse les réactions des uns et des autres, et qu'on regarde qui porte justement ce récit qui dit qu'aujourd'hui l'Ukraine démet Taïwan, qui le dit? Ce n'est ni la Chine, ni Taïwan, mais c'est les Européens. C'est Boris Johnson de l'Angleterre qui a dit et qui ameute un peu la communauté internationale pour dire ne laissons pas l'Ukraine, sinon ça va être comme ça. Je ne m'inscris pas dans cette analyse parce que si c'était le cas, lorsque la Russie a annexé la Crimée, la Chine aurait pu réagir et annexer immédiatement Taïwan. En 2013, rien ne s'est passé. Vous pensez que la Chine ne le fera pas non plus? Non, la Chine... Vous êtes déjà le contexte, c'est que la Chine ne considère pas Taïwan comme un État. C'est une province rebelle.
Alors que le cas de l'Ukraine, c'est un État indépendant avec sa souveraineté, ses frontières, Il me semble que qui est attaqué par un autre État souverain. Qu'ils appellent Taïwan Aujourd'hui, l'île renégate, il me je semble. ne vous ai On va pas vous coupé la redonner la parole, parole, madame. Madame Bousselin. Je ne vous ai pas coupé la parole. Donc, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que l'ONU a reconnu Taïwan comme État indépendant et souverain? Non. Non, pas du tout. Aujourd'hui, Taïwan est dans une position assez délicate et quand on analyse la position actuelle du regard de l'État de la Chine sur la situation en Ukraine, la Chine ne regarde pas l'Ukraine, la Chine ne regarde pas la Russie. La Chine observe les États-Unis. Si les États-Unis, qui sont les protecteurs de Taïwan à travers le Taiwan Relation Act qu'ils ont Les signé Américains avec... sont les protecteurs de la démocratie. Oui, non, les Américains sont les protecteurs de Taïwan à travers, Mais moi, je vous pose la question. à travers un acte qu'ils ont signé en 1979 pour fournir des armes à Taïwan quand ces pays étaient accès. Mais je vous repose la question, est-ce que les États-Unis sont les protecteurs de la liberté? Absolument pas. Quand on regarde les agissements des États-Unis à travers le temps, c'est toujours par rapport à leurs propres intérêts géostratégiques, économiques et politiques qu'ils agissent. Même s'ils portent la raison de la liberté et de la démocratie pour justifier ces actes, Mais alors, est-ce que fondamentalement... ils sont porteurs de la liberté, mais est-ce qu'ils ont apporté la liberté en Irak? Non, ils se Est-ce disent qu'ils ont apporté porteurs la de, liberté en ils se disent Afghanistan? porteurs de la liberté. Oui. Mais est-ce qu'ils sont porteurs de la liberté? Ça c'est Ça sera le sujet d'une prochaine émission. Ça se discute. Et que, est-ce qu'on on regarde, c'est quand ça les arrange, Oui. ils utilisent ces termes. Mais imaginez aujourd'hui que la Russie dise que je porte la démocratie en Ukraine, donc je fais ça en Ukraine. Tout le monde peut citer ses excuses. Aujourd'hui, on voit la France, par exemple, en Afrique, avec ses bases militaires, ses interventions dans tous les pays africains, pour justifier Monsieur quoi? Koundougoumi. C'est les démocraties et les libertés. Koundougoumi. Donc, chaque État aujourd'hui utilise le mot liberté et démocratie à tort à travers, et selon le prisme de ses propres intérêts. Et c'est regrettable, et l'Afrique, en tout cas, a compris cela. Mais la Russie peut le prendre aussi à son avantage, puisque le Donbass a été bombardé pendant 8 ans. Et qu'à ce même titre, ils peuvent prétendre à vouloir justement apporter de la liberté et de la démocratie dans cette région qui est bombardée. Non, c'est plutôt le contraire. La Russie n'a pas agi pour apporter la liberté dans les Donbass. La Russie a agi pour protéger une minorité russophone. Elle a reconnu l'autonomie de Non. ces deux régions, Non, pas de cette région. Poutine a toujours dit qu'il a intervenu pour protéger une population en danger qui sont des russophones. Oui. C'est ce qui a justifié l'intervention. Ça veut dire que les Ukrainiens... C'est pour ça que, regardez même l'Ukraine, est-ce que c'est un État uni? Et c'est un État qui n'a pas de problème. C'est un État très fragile, qui est divisé à l'intérieur, qui a eu des guerres, qui ne s'entendent pas. Donc les puissances profitent de cela pour justifier l'injustifiable. À l'identique de la Yougoslavie par le passé. Exactement. Et c'est que Poutine disait dans son discours que vous avez intervenu en Yougoslavie, vous n'avez pas respecté la communauté internationale. Quant à de la Russie. Ceci dit, sur le sentiment nationaliste ukrainien, c'est vrai qu'il n'a pas toujours existé. Et comment dirais-je, à la chute du mur, d'ailleurs, la plupart des ex-républiques socialistes soviétiques ont toujours du mal à s'en remettre finalement. Là, il y a eu les 30 ans pour beaucoup. 31 maintenant, d'accord, sur l'indépendance, mais le nationalisme ukrainien, il existait. Il a été exacerbé pendant la guerre froide parce que Staline avait un peu manipulé avec son économie, avec son agriculture notamment, et avait un petit peu joué sur les approvisionnements et les exportations, les importations. Les Ukrainiens, ça, ils s'en souviennent, et ils ont vraiment fait bloc autour de ça. Et je rappelle juste une chose, quand il y a eu le traité de Minsk le 8 décembre 91, et que la Russie, le Bélarus ou la Biélorussie et l'Ukraine se sont constitués États indépendants, et pourquoi ces trois pays? Parce que c'est les trois pays slaves, enfin, de naissance en 1922 de l'URSS, et c'est ce que Poutine d'ailleurs reprend pour son invasion. Ils ont acté l'inviolabilité des frontières, et le traité d'amitié franco-russe en 97, il a réaffirmé cela. Donc, alors je veux bien que je suis pas particulièrement pro-américain, je veux bien que les Américains soient pas les champs de la démocratie où ils ont voulu l'être, et on a vu ce que ça a donné, mais quand même il y a le principe d'injonction
d'intangibilité des frontières, ça me semble être le principe aujourd'hui au niveau international qui est vraiment le plus remis en cause. Et on parlait de Taïwan, et c'est quelque chose vraiment où la Chine, quand elle vote, alors on allait peut-être aller sur le sujet du vote à l'Assemblée générale, mais quand la Chine s'abstient, c'est clairement parce qu'elle ne veut pas non plus perdre complètement, totalement sa crédibilité. Vous parliez aujourd'hui qu'on a un problème d'accessibilité sur la doctrine zéro mort qu'avait instauré Barack Obama dans ses opérations. On en est très loin aujourd'hui. Sur le fait qu'elle s'est abstenue, c'est parce que la Chine voit très bien qu'elle voudrait avoir des soutiens plus tard, au cas où elle voudrait faire une action contre Taïwan. Et puis surtout, elle attend de voir si elle peut un jour se comparer militairement vis-à-vis des États-Unis et peut-être là intenter une action contre Taïwan. Mariam Bousselab, vous vouliez réagir tout à l'heure? Non, parce que je voulais réagir au propos sur le fait que Taïwan, pour la République populaire de Chine, c'était un territoire à part entière de leur territoire. Je pense que même qu'elle est considérée comme étant une île renégate, un truc comme ça, je pense que ça... Ligne rebelle. Voilà, Province rebelle. L'île rebelle, exactement. Donc voilà. Après, je voudrais revenir moi sur l'Ukraine aussi. Donc elle n'a pas encore adhéré à l'Union européenne. Il y a question sur est-ce qu'il y a des procédures d'accélérer pour pouvoir bénéficier de soutien supplémentaire, notamment de soutien économique et financier, voire diplomatique également. Donc, alors, je ne sais pas si ça va être accepté ou pas. Est-ce que Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, est le président de la République française, mais aussi le président c'est la présidence française de l'Union européenne. Est-ce qu'il va pouvoir accélérer les choses? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez raison sur la sociologie ukrainienne, qui a des pro-Europe, qui a des anti-Europe. Il n'y a pas une harmonisation idéologique des Ukrainiens sur leur statut, sur leur appartenance à ce continent européen ou même à cette composition diplomatique, sécuritaire qu'est l'Union européenne. Et donc du coup, ça a fragilisé aussi l'Ukraine. Et donc du coup, ça peut, encore une fois, parce qu'il ne faut pas prendre en considération, je dirais, qu'une guerre aussi, elle se base aussi sur le rapport de force idéologique, sur les opinions publiques. C'est la guerre de communication. Mais si Marie les opinions publiques le rapport en de force Ukraine n'existait pas déjà avec toutes ces bases américaines. Oui, mais si le rapport des forces s'inverse en Ukraine en disant bah oui, on veut pas l'Union européenne, mais on veut revenir sous la coupe de la Russie et être protégé par Vladimir Poutine, ça peut fragiliser l'Ukraine, ça peut fragiliser l'OTAN, ça peut fragiliser toutes les instances internationales qui mettent le cœur à l'ouvrage pour protéger les intérêts à la fois terrestres et à la fois économiques de l'Ukraine. Parce que tout se joue aussi sur la population ukrainienne, sur ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et s'il y a des manifestations pro-Poutine en Ukraine demain, je me pose la question de ce que va devenir les décisions de sanctions à l'égard de la Russie. Est-ce que la communauté internationale ira jusqu'au bout du processus? Alors, je pose une question à Fidel Houssine, ensuite je vous redonne la parole, Quentin Delarue. Justement, par rapport à l'Ukraine, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni même dans l'OTAN, est-ce que la France, à travers l'Europe, ne se met pas trop en avant, à travers Emmanuel Macron? Là, en fait, on a une double lecture. En fait, il y a une lecture géopolitique au sens global et il y a une lecture plus électoraliste, parce que c'est le temps qui l'impose. On est dans un temps électoral où je pense qu'on a un président... On est dans la manœuvre politique. Je pense qu'au départ, oui, ça fait partie du jeu. De toute façon, ça serait naïf de ne pas le penser. C'est-à-dire qu'on est dans une période préélectorale. Je pense que dans les calculs qui ont été effectués, notamment au travers des déclarations du président, il n'était pas convaincu à 100% que Poutine lancerait les chars sur l'Ukraine. Ne serait-ce que ces déclarations quand il est revenu, on parlait de désescalade. On a même vu, il me semble, en fait, des panneaux publicitaires, notamment, qui vantaient l'action de médiation, etc. Mais il y a aussi une lecture plus géopolitique, plus globale, c'est-à-dire que l'Europe est un nain militaire et qu'aujourd'hui, je pense que ça va d'abord se jouer dans un premier temps au niveau militaire et que c'est l'OTAN d'un côté, qui est l'outil de politique étrangère et de domination stratégique des États-Unis sur le terrain, et la Russie. Et de cette confrontation va naître un rapport de force politique. Mais ça va déjà démarrer par un rapport de force qui sera militaire. Mais à Fidel Houssine, au risque d'être cynique, c'est une chance pour Emmanuel Macron. Il y a un alignement des astres qui lui permet justement... Alors on sait qu'il y a... Les sondages le donnent à 29 points. Il profite de cette situation?
La seule chose qui fait qu'ils profitent de la situation, c'est qu'en face, il n'y a personne en fait au niveau de l'opposition justement à son discours, que c'est des courants qui sont convergents. On peut le voir au niveau de la candidature LR ou tous les autres courants. On voit aussi que des candidats qui étaient pro-russes ont été pris au piège, c'est-à-dire par cette rhétorique, c'est-à-dire en masse qui s'est mise en place. Ah, En Marche, on passe à En Masse. En masse, oui, parce que là, c'est vraiment une rhétorique de masse, c'est-à-dire que c'est une rhétorique qui est mondiale, et on voit que tout le monde, à l'unisson, récite un seul discours, qui pour moi est très très naïf, parce que quand on parle de cycle, entre guillemets, de progression de l'OTAN, on voit par exemple que c'est la Chine qui emploie le terme 5e cycle de progression. Et pour revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure, pourquoi on ne peut pas comparer Taïwan et l'Ukraine? Parce que Taïwan, pour les Chinois, il n'y a même pas la Chine. 1/100% ou dans leur tête ou dans leur état d'esprit, ça n'appartient pas à la Chine. C'est une évidence. Ça a déjà été une île qui est passée dans les mains de renégats, de rebelles, comme dirait monsieur, etc. Mais pour eux, on ne peut pas mettre l'Ukraine qui est une nation et une île qui leur appartient sur le même tableau. D'autant plus que je voudrais juste rajouter, vous avez raison, vous avez rappelé l'acte signé en 1979 sur le Taiwan Relation Act, c'est-à-dire que les États-Unis, et c'est pour ça que la Chine était très attentive sur comment faire les choses avec Taïwan, ils savent très bien que les États-Unis vont fournir militairement et un armement nécessaire à Taïwan s'il y a un conflit. Donc c'est un acte signé, c'est un accord signé avec les États-Unis, donc la Chine n'a pas tout intérêt à faire ça maintenant, alors que Joe Biden reprend un petit peu du poil de la bête, parce qu'on l'avait vu sur la scène diplomatique internationale assez muet. Et là, il reprend un petit peu du poil de la bête sur l'hégémonie américaine qu'on connaît bien. Alors, est-ce qu'il va encore plus, si la Chine prend le risque de faire les choses, d'envahir Taïwan? Je pense que Biden va encore une fois être dans une position de force, armer Taïwan, sauver Taïwan, on sauve l'Ukraine, on sauve Taïwan, et donc du coup l'Amérique se grandit encore une fois. Voilà. Quentin Delarue, pour conclure sur ce sujet, j'ai quand même une petite question pour vous, et je vous laisserai terminer. Est-ce que c'est pas le retour de l'axe du mal? Alors bon, je ne m'attendais pas vraiment à cette question dans le sens où, bon, quand même, des éléments de réponse. C'est ironique. Hein. Oui, bien sûr, mais des éléments de réponse, parce que, par exemple, on entend des gens dire que Macron ne ferait pas bien de négocier avec la Russie. Vous savez qu'il y a des États européens qui sont depuis des années, voire des décennies, très anti-russes, et qui disent depuis le départ que la Russie ne veut qu'une chose, reconstituer son empire, et pas simplement l'Ukraine, mais aussi les pays baltes, etc. Dire qu'il n'y a pas besoin de négocier avec la Russie, etc. Mais si on ne négocie pas avec la Russie, on se met également en faute, parce que Vladimir Poutine en face va dire, finalement, quel axe du mal? C'est vous qui finalement rompez toute négociation et ne voulez pas discuter avec moi, ou avec nous, en fait, Biélorusses. En fait, votre arrogance montre finalement que c'est pas forcément un mal militaire que vous faites, mais c'est un mal psychologique, d'arrogance, de stature, de comportement. En tout cas, oui, l'invasion, on peut le dire, de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine, va nous faire beaucoup de mal, et pour longtemps. Ça c'est très clair. Merci. Nous passons au sujet suivant. Ferons-nous face à une confrontation bloc occidental contre bloc oriental tout de suite après la vidéo? Discours guerrier de Vladimir Poutine, vous allez l'entendre, le chef du Kremlin qui n'hésite pas à menacer ceux qui interféreront avec la Russie. Je vous propose de l'écouter. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Alors, on règle juste le petit problème de retour. Bien. Très bien, merci. Donc, on a pu voir la vidéo, justement, par rapport à cet impact géopolitique. On a vu dans le vote de l'ONU deux tiers qui ont voté donc, pour condamner cette invasion, un tiers qui s'est abstenu et cinq votes contre, y compris la Russie. Est-ce que justement, on ne risque pas de se retrouver dans une scission pro et anti-Poutine? Et est-ce qu'en même temps, est-ce qu'on ne doit pas
On nous force un petit peu à choisir, mais est-ce qu'on est obligé de choisir Abdelkerim Koundou Goumi? La situation qui se passe est très intéressante parce qu'on se retrouve un peu au carrefour d'un nouveau monde. Ce monde qui arrive, ce n'est plus... Il y a une nouvelle redistribution des cartes. Parce qu'il n'existe plus Est-Ouest, il n'existe plus bloc occidental, bloc oriental, comme on l'avait reconnu à l'époque de la guerre froide. Ce qui se dessine en ce moment, c'est que il y a ces puissances émergentes qui arrivent, ne sont plus automatiquement alignées sur des alliés juste aveuglement. La Chine, regardez la position de la Chine. Elle n'était pas alignée directement devant la Russie, même si la Russie a une alliance très très forte. La Chine a cherché une position centrale, équilibriste, pour en même temps protéger son allié qui est la Russie, et en même temps ne pas perdre ses alliés du côté occidental. Les pays africains, c'est pareil. Quand on regarde le vote global des pays africains, pour la première fois, on voit des pays qui, d'ordinaire, s'alignent automatiquement sur l'Occident, la France et les autres, se sont abstenus, n'ont pas pris part. Oui. Même si à l'époque on a connu la période des pays non alignés, mais cette fois-ci... s'abstenir, c'est pas déjà dire non? S'abstenir, c'est une façon de dire je ne choisis pas. Vous ne suis pas obligé de choisir, je peux rester neutre. Cette position... Je ne condamne pas. Non, prenez le cas du Mali. Le Mali n'a pas dit si aurait pu dire non parce que le Mali a des problèmes avec la France à ce moment. Non, le Mali s'est abstenu, c'est une position stratégique. Donc cette naissance de cette conscience africaine en termes d'autonomie politique est en train d'arriver. Et on voit très bien l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan sont en train de maintenant s'imposer, peut-être servir de locomotive pour cette Afrique qui arrive en tant que puissance politique ou géopolitique, même si économiquement on n'est pas encore dans le champ mondial, on voit très bien une naissance. Et les pays des Amériques latines, c'est pareil. Bolsonaro s'est abstenu, le Brésil s'est abstenu, d'autres pays se sont abstenus. Donc, finalement, c'est la mort... D'ailleurs, si on peut avoir l'image, le tableau concernant les votes, voilà. On les a. On a donc l'Algérie, l'Angola, l'Arménie, le Bangladesh, voilà, l'Inde, en l'occurrence, le Pakistan, l'Iran, l'Irak. Donc, du coup, c'est la mort pour moi, c'est la mort de l'ancien monde. Que c'est une naissance douloureuse, c'est vrai, mais franchement... mais cette nouvelle donne, c'est une aubaine? C'est une aubaine. C'est une aubaine pour sortir de cette situation impossible que certains États sont. Et peut-être, ça permettra de reconstruire l'ONU. L'ONU qui était pris en otage par ce Conseil de sécurité, peut-être c'est l'occasion aussi d'enterrer l'ONU et de peut-être d'aller sur un autre outil international de gouvernance internationale ou gouvernance mondiale qui aboutira que chacun aura sa part et son rôle à jouer. Mariam Bousselam, justement, bloc occidental, bloc oriental, on est à un tournant de l'histoire? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que l'ancien monde a disparu. On est vraiment dans une phase... Il était temps... en fait, on sait très bien ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, c'est un petit peu ma logique à moi. Est-ce qu'on ne va pas dans un monde de plus en plus militaire, comme il a toujours été, mais encore plus? Moi, je me pose la question du dispositif nucléaire. Voilà, parce que je pense qu'il faut aussi se poser la question de la force nucléaire dans le dispositif mondial. On sait que Poutine a brandi la menace de la dissuasion nucléaire, donc ça, est-ce qu'il ira au bout? Et Le Drian lui a répondu il a annexé une centrale nucléaire en Ukraine, alors que les habitants étaient vent debout pour justement faire barrage aux forces militaires russes. Moi, je rejoins aussi ce qui vient d'être dit sur la nécessité de refonder des institutions onusiennes, notamment le Conseil de sécurité, qui depuis bien longtemps est à la peine. On le voit bien lorsque un pays bloque la motion, ces membres la permanents, censure, justement, etc., qui ont un droit de veto, pour le coup. Non plus du tout la même force de frappe. On sait très bien qu'il est temps de reconstruire à la fois le Conseil de sécurité et les modalités de vote aussi. L'ONU est inaudible aujourd'hui. On voit bien, quand on prend une résolution, la Russie, justement, la bloque. Mais depuis longtemps. Donc, c'est quoi? C'est le privilège des... Je vous prends juste la question palestinienne. À chaque fois qu'il y a des résolutions qui ont été votées contre l'État d'Israël, les Américains, donc Washington vote contre, et donc du coup blocage, et donc du coup pas de sanctions. Donc quelle est l'utilité de l'ONU qui est censée garantir la sécurité et la paix dans le monde? Et je reviendrai moi aussi, en tout cas moi j'alerte là-dessus, est-ce que c'est pas aussi le renouveau de l'OTAN?
en 2019, Emmanuel Macron disait que justement c'était la mort cérébrale de l'OTAN. Je pense qu'aujourd'hui, la mort cérébrale de l'OTAN n'est pas actée. Elle est bien évidemment relancée. Il a retrouvé un petit peu sa mission première qui était d'armer militairement les intérêts de Washington, parce que c'est un petit peu ce qu'est l'OTAN. Donc voilà, est-ce que l'ancien monde, c'est pas de casser l'ONU, en tout cas de le recréer différemment, de renforcer l'OTAN, quand bien même Marine Le Pen ou quelques candidats pour revenir au système franco-français voudraient sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Voilà, je pense que c'est ça le monde auquel nous nous préparons, avec une très grande douleur, et je pense que ce n'est que le prémisse, parce que si les sanctions vont jusqu'au bout sur la Russie, nous, Français, on aura des problématiques d'énergie, on aura des problématiques de pouvoir d'achat, on aura des problématiques aussi d'accès à certaines ressources, et notamment, pas que nous, mais aussi les pays africains. Je pense aussi à les ressources minières. C'est aussi un enjeu capital du monde de demain. Quant à Belarus, justement, on parle de ces deux blocs, les Chinois qui s'abstiennent, les Indiens qui s'abstiennent. C'est quoi? C'est la fin de la suprématie américaine? Non, en tout cas, c'est vrai que la suprématie américaine a été de facto actée après 91, la chute de l'URSS. Et pour moi, l'ancien monde, il est là. C'était avant 91 et le nouveau monde était censé, ou la fin de l'histoire, comme disait Fukuyama. Le début d'une nouvelle. Comment ? Ou le début d'une nouvelle. Ou le début d'une nouvelle. Sauf que, en réalité, ça a été un peu la permission à toutes les démesures. On revient aux propos de tout à l'heure. Donc, je ne sais vraiment pas de quoi le nouveau monde est fait. Honnêtement, je veux dire, le poids des images, le choc des photos ou l'inverse, je ne sais plus. Quand on voit le vote là, qui s'est fait à l'Assemblée générale, et ça pose la question de la pertinence des Nations Unies, on sait d'ailleurs que les résolutions de l'Assemblée générale ont parfois pris le pas sur le Conseil de sécurité lorsqu'il le fallait. Et puis, là, non. Mais pour moi, c'est pas un renouveau de l'ONU du tout. C'est clairement, on retombe, et c'est la vérité éclatante de toujours la même critique sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Quand Nicolas Sarkozy disait qu'il faut tout réinventer, que l'OTAN ne fonctionne pas, que l'ONU ne fonctionne pas, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut attendre qu'il y ait un malheur pour que les choses se débloquent ou réagissent. On est dans la réaction, on n'est pas dans la construction. Mais concernant l'ONU, justement, juste un fait historique, c'était Colin Powell qui vient avec une fiole prétendant que c'était de l'anthrax et qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. La France a eu le courage de dire non, n'y a pas été, à bloquer cette résolution. Les Américains sont passés au-delà de cette résolution qui avait été bloquée et ont envahi l'Irak. Oui, donc, parce qu'ils avaient des intérêts qui n'étaient pas ceux-là. Les intérêts, c'était pas nucléaire, c'était ce que donc c'est quoi, l'ONU est un paillasson? Mon propos est provocateur. Le mot est fort. Le mot est fort. Mais bon, clairement, la Russie, dans sa dialectique aujourd'hui de mettre la main sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine pour elle n'est pas un État, alors que la Biélorussie... Il y a une histoire qui les lie. Il y a une histoire qui les lie. Je veux dire, c'est ridicule. En fait, la Russie est là aussi pour ce que contient le sol ukrainien. Et ce que la capacité de projection peut avoir par rapport à l'Ukraine. On parle de la prochaine cible qui pourrait être la Moldavie. La Moldavie n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Et vous parliez tout à l'heure de symboles, c'est très vrai. Quand la Géorgie et l'Ukraine aujourd'hui disent je pose ma candidature immédiate pour une entrée dans l'Union européenne, moi qui ai travaillé au Parlement européen, c'est tout à fait impossible. Il y a un mécanisme de préadhésion, puis des items à cocher, des cases à cocher, des équipes pour observer si l'état de droit est en amélioration ou pas. Ça aurait permis à l'Ukraine, au moins l'intégration dans l'Union européenne, peut-être pas dans l'OTAN, mais visiblement le chemin inverse a été fait, mais c'est peut-être un autre débat. On va y venir, voilà. Mais Fidel aussi, justement, par rapport à l'OTAN, beaucoup de politiques aujourd'hui se revendiquent du général de Gaulle. Le général de Gaulle ne voulait pas en entendre parler de l'OTAN. Déjà, pour revenir en fait... Est-ce qu'on a tout intérêt à y rester? Écoutez, je pense que... Et est-ce qu'on ne doit pas construire une armée européenne? Voilà, je vous donne toutes les questions. Là, ça fait beaucoup de questions en une seule question, qui nécessiterait plusieurs heures, à mon avis, pour pouvoir les aborder toutes les unes après les autres. On n'a pas ce temps, hélas. Vous avez 5 minutes. Dans tous les cas, pour revenir sur ce que disait monsieur, pour moi, on n'est vraiment pas dans une nouvelle ère, entre guillemets. Pour moi, c'est le retour du monde multipolaire avec un acteur de plus, qui est la Chine, en fait.
Et la toute-puissance post-chute du mur de Berlin, après les 90, etc., je pense qu'aujourd'hui, elle est remise en cause. Et ce qui va se passer sur le terrain va déterminer justement la place de chacun et de chacune de ces trois puissances. Idem pour l'abstention, je n'ai pas du tout la même lecture que monsieur. Il y a une règle de droit fondamentale qui dit qu'il ne dit rien consent. Et je pense que la Chine l'applique à merveille, c'est-à-dire que si ce n'est dans les paroles, elle soutient dans les actes. On a eu le pacte sino-soviétique dans les années 50. Elle ne le dit pas, mais elle le fait. Oui, dans les actes. Le 4 février, on parle d'amitié, entre guillemets, sans limite. Le 24 ou le 25 février, on peut s'apercevoir que la presse, parce qu'il faut toujours écouter comment est perçu de l'intérieur du pays. La Chine appelle le rendez-vous entre Poutine et Xi Jinping, c'est-à-dire le rendez-vous qui avait été donné, je crois, le 24 ou 25 février. Ils appellent ça, de mémoire, ça va me revenir, c'est le pacte des Jeux olympiques d'hiver, où justement, ils remettent en cause la lecture du nouvel ordre mondial, et d'après les Chinois, ce pacte va permettre de redistribuer les cartes. Si je pouvais mettre une petite pièce, je dirais que on est dans une idéologie, certes, mais il y a quand même un pragmatisme sur le terrain qui s'appelle la bombe nucléaire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de Troisième Guerre mondiale, on devrait plutôt employer la dernière guerre mondiale, ce que Poutine sait parfaitement. Et on ment aux opinions publiques, en fait, en leur parlant de Troisième ou de Quatrième Guerre, etc. Parce que c'est la dernière guerre qui aurait lieu. Et pour revenir à ta question, notamment le général de Gaulle, je pense que le destin a été scellé par le discours de Dominique de Villepin, le fameux non à l'Irak. On a été punis. Celui qui a dit non. On a été punis, là je parle des gaullistes, là quand je dis on, c'est-à-dire que j'ai cette doctrine, c'est-à-dire c'est la doctrine entre guillemets que j'affectionne, cette fameuse indépendance entre la Russie et les États-Unis, qui je pense était la meilleure pour une force comme la France qui disposait justement de la force nucléaire. Mais je pense que depuis l'arrivée de Sarkozy, on a eu des French Young Leaders à chaque élection et on a eu 2 French Young Leaders à travers l'élection de Macron. Macron et Philippe, je pense que par contre rien qu'au niveau du discours de Macron aujourd'hui, ça répond à ta question, c'est-à-dire que concrètement, on a basculé et que cette France du général de Gaulle ou la doctrine gaullienne du général de Gaulle en matière d'affaires étrangères n'existe plus. Si je pouvais rajouter perdu notre souveraineté. Si je pouvais rajouter une petite touche provocatrice, je pense que c'est ce qu'a coûté en partie la défaite à François Fillon en 2017 qui parlait d'équilibre entre la Russie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé, il a pris pas mal de cartouches sur Twitter, il est revenu là-dessus en disant que finalement c'était lui qui avait raison, et c'est triste à dire, hein. Mais il avait raison. Mariam Bouslam, vous voulez réagir? Moi j'avais juste une question, du coup, à nos 3 spécialistes, parce que je suis pas... Pour conclure sur le sujet. Pour conclure, comment aurait géré Washington si c'était Donald Trump qui était au pouvoir? Est-ce qu'on aurait eu une approche différente ou pas du tout? C'est très différent. Pardon. Oui. Je voulais juste compléter aussi ce que dit. Mais en fait, moi, je m'inscris complètement. Le temps fuse, allez-y. Oui, très très vite, parce que ce qui se passe aussi, c'est une renaissance. Quand je dis renaissance, pas seulement pour les pays africains, même pour l'Europe. Aujourd'hui, regardez, grâce à cette situation, la défense européenne a été remise sur la table. Tous les pays maintenant parlent sans complexe qu'il faut une défense européenne. L'Allemagne revient en force dans la finance de 2% de son PIB pour reconstituer une armée. Il faut sortir que le Canada et les États-Unis. Donc l'idée, c'est que qui va sortir perdant? Les gens ne veulent plus de l'OTAN. Parce qu'ils ne font plus confiance à l'OTAN, parce qu'il n'y aura plus de confrontation entre l'OTAN et la Russie. Aujourd'hui, chaque pays qui réagit par rapport à la crise ukrainienne réagit en son nom. Personne n'a parlé au nom de l'OTAN. L'OTAN n'a pas attaqué l'Ukraine. Ça sera le mot de la fin sur ce sujet. Et si vous permettez, on passe au sujet suivant sur l'Afrique. Quel impact de la crise sur le continent africain? Comment vont réagir les opinions publiques africaines? Regardons la vidéo ensemble. Fatima Taïwan, pour connaître les réactions africaines à cette guerre en Ukraine, tenter aussi d'en comprendre l'impact économique. Absolument. Et pour l'heure, on ne peut pas dire que les réactions soient très nombreuses. On en note de 3 types. Il y a des condamnations immédiates, sans ambiguïté, plutôt rares. Les mitigées, les absentes, beaucoup plus nombreuses. Et dans les réactions immédiates, on retrouve le Kenya, membre non permanent du Conseil de sécurité, dont l'ambassadeur Martin Kimani avait marqué les esprits dès lundi soir par sa déclaration choc aux Nations Unies, qui avait fait un parallèle entre la situation en Ukraine et la colonisation en Afrique. On l'écoute. Le Kenya, comme la plupart des pays du continent, est né de la chute d'un empire.
Nous n'avons pas décidé quelles seraient nos propres frontières. Elles ont été dessinées par les lointaines puissances coloniales de l'époque, sans égard pour nos anciennes nations. Mais à travers les frontières, nous parlons toujours des langues communes. Nous avons des liens culturels forts. Lors des indépendances, si nous avions choisi de bâtir des États en fonction des ethnies, des langues ou des religions, nous serions toujours empêtrés dans un bain de sang. Nous avons plutôt choisi de composer avec nos nouvelles frontières et travailler à notre grandeur, et non pas de créer des nations qui pensent constamment au passé avec une nostalgie dangereuse. Et puis il y a les réactions un peu tardives, celle de l'Union africaine par exemple, qui a exprimé vers 18h, à travers un communiqué, sa profonde préoccupation sur les conséquences mondiales d'un conflit et appelle au respect du droit international, service minimum et un cessez-le-feu immédiat, et prône un dialogue diplomatique. Bouger, ils peuvent pas. Mais alors, appuyer sur le bouton. Abdelkrim Yacoub-Koundougoumi, Oui. Justement, la question s'adresse à vous. Au regard du vote de l'ONU, est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique va se détacher progressivement et peut-être définitivement des liens qu'elle a avec la France? Non, non, il faut analyser... Pour choisir le partenaire russe, hein, bien sûr. Pas du tout, il y a deux Afriques. Quand on voit la réaction institutionnelle de l'Union africaine, de la CEDEAO et des organisations, tous ont condamné des faits, puisque la charte africaine, justement, tient à cette question d'intangibilité des frontières. C'est le principe même qui fonde l'Union africaine. Et vous voyez comment l'Afrique a réagi quand le Soudan s'est divisé, d'autres pays Elle est partagée. Donc, non. Vous en convenez? Non. Ça, sur la question d'intangibilité des frontières. Je peux vous donner les pays africains. Oui, c'est pour vous dire. Le Burundi. Moi, je parle de la position globale de l'Afrique. Centrafrique. Je peux vous en donner plein. Je vous ai dit tout à l'heure, je parle des réactions des institutions africaines. Donc, l'Union africaine, la CEDEAO ont condamné des principes. Ça, on le condamne. Maintenant, quelle est la réaction de la jeunesse africaine, de ces Africains qui ont vu en la Russie comme le modèle, qui est venu les soutenir, cette jeunesse qui se bat pour sa souveraineté, pour sa liberté, sur la question de la non-ingérence, non-présence des bases militaires françaises. Donc cette jeunesse dont la Russie s'est présentée comme modèle pour les aider, cette même Russie attaque un pays souverain. Ça a traumatisé les Africains. Aujourd'hui, les Russes collaborent avec le Mali. Non, mais attention, s'ils collaboraient, que si le Mali... Non, mais au niveau militaire, ce que je veux dire, c'est que en fait, la France, Russie, pendant 9 ans, Russie, est intervenue sur le Mali pour chasser les rebelles. C'est deux choses complètement différentes. Bah, la Russie est en train de revenir en Afrique après 20 ans d'absence et que c'est en train de se redéployer en Afrique en utilisant tous les moyens, parfois pas orthodoxes, l'armement, parfois en utilisant même par Wagner ou d'autres moyens de revenir. C'est normal, les puissances sont en train de se battre pour revenir en Afrique. Il n'y a pas que la Russie, hein. Oui. La Chine revient en force, la France essaye de protéger ses acquis, les États-Unis essayent de aussi être présents, c'est normal. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, la question, c'est que vous m'avez demandé ce que pensent les Africains de ce que la Russie est en train de faire en Ukraine. Oui. Mais moi, l'image de la Russie a volé en éclat. Cette image que la Russie a vendue aux Africains comme quoi c'est un pays qui est venu pour protéger les frontières, protéger la souveraineté, oui. Maintenant, est-ce que la Russie a tout perdu? Non, parce que si la Russie avait tout perdu, ben, les Africains auraient dû tous voter contre. Donc cette abstinence veut dire que les Africains sont partagés, ou sont non alignés, mais la Russie va continuer à gagner du terrain en Afrique. Monsieur Koundougoumi, oui. Juste une chose. Oui. On va revenir encore à l'histoire. Oui. La Russie, c'est certainement un partenaire fiable. Vous voyez, la Syrie, Bachar al-Assad a été porté à bout de bras par Vladimir Poutine. Mais quel est le régime de Les Bachar Américains, je vous prends l'exemple des Américains qui, dans un premier temps, armaient l'Irak contre l'Iran. Oui. Pendant cette guerre qui a duré 10 ans, et ensuite se sont retournés contre lui. Je vous prends l'Afghanistan, à l'époque où les Soviétiques étaient en Afghanistan, les talibans étaient armés par la CIA, et ensuite se sont retournés contre eux. Oui. Vous voyez cette fiabilité de la Russie. Est-ce que si la Russie était fiable, la Libye ne serait pas bombardée et détruite? La Libye était un partenaire. Mais dans le discours du 24 février... Vous avez donné un exemple. Moi, je disais que dans le discours du 24 février, Vladimir Poutine en parle de ça. Oui, il en parle, mais a posteriori. Si la Russie était fiable, Gaddafi serait vivant. Qui a laissé détruire la Libye? En matière d'opinion publique. Marie Bousselin. Non, mais c'est intéressant d'analyser les votes sur le continent africain et surtout les positionnements, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir une lecture unitaire sur est-ce que c'est en bloc l'Afrique
qui est contre ou pas la Russie, il y a quand même 20 pays qui se sont abstenus. Sur les 20 pays qui se sont abstenus, soit c'est parce que, en effet, l'abstention veut dire on est neutre, soit l'abstention veut dire qu'on est non aligné. Mais ça veut aussi dire qu'on n'est pas pour. De l'Afrique du Sud, qui depuis Nelson Mandela a toujours critiqué les critiques, a toujours rejeté les critiques, notamment des États-Unis sur leur étroite collaboration avec Castro ou notamment Kadhafi. Donc c'est un petit peu et Moscou. Moi, je voudrais aussi revenir sur l'importance de la présence russe sur le continent africain. C'est le premier, il me semble, vendeur d'armement sur le continent africain. Donc du coup, ça a aussi une importance. Forcément, pour certains pays, c'est compliqué d'être contre la Russie qui les fournit si demain, eux-mêmes, sont confrontés à une guerre contre un pays voisin ou contre un pays lointain ou contre même une guerre civile, etc. Donc pour les pays, pour leur sauvegarde militaire, c'est compliqué d'être contre la Russie pour ceux qui bénéficient de l'armement russe. Et puis, encore une fois, juste pour finir, je pense aussi que, et puis le groupe Wagner qui est un groupe privé russe, de mercenaires, exactement, sont assez implantés sur le continent africain. Mais c'est dangereux. Mais je suis totalement d'accord avec vous, mais je pense qu'on ne peut pas avoir une lecture unitaire de l'Afrique. Les pays africains, notamment, pourquoi le Maroc était absent? Est-ce que c'est une absence volontaire, involontaire, calculée, pas calculée? Je pense que rien en politique et en géopolitique n'est pas calculé à l'avance. Notamment, le roi du Maroc a tardé à réagir. Je pense que c'était le 3e jour de l'invasion terrestre russe qu'il a réagi, qu'il a contesté, qu'il a condamné. Et encore à demi-mot. Donc il faut aussi se poser des questions. Pourquoi l'Algérie aussi? L'Algérie qui est un gros partenaire, notamment de gazoduc, qui a les mêmes contrats, les mêmes marchés économiques et commerciaux que la Russie. Comment elle se positionne par rapport à tout ça? Je pense que c'est important pour le sujet qu'on avait précédemment traité sur le monde de demain. Comment l'Afrique se positionne dans le monde de demain au regard des votes à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est important comme lecture. Voilà. Afidel Houssine. Pour revenir sur ce que disait monsieur, notamment la Libye et notamment le rapport avec la Russie, je pense que la Libye, entre guillemets, c'était pas la dernière étape avant la Russie. La Syrie, ne serait-ce que par son positionnement géostratégique, son port de l'attaquer, le fait que derrière il y ait l'Iran, qui est la dernière étape, entre guillemets, de ce plan de remodèlement du Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit les forces en présence sur le terrain. Je pense aussi qu'au niveau de l'Afrique, madame a raison, la position du Maroc avec 3 jours de retard, ils ont réussi la prouesse de ne pas prononcer le mot Russie dans le communiqué. C'est une prouesse au niveau diplomatique. Je pense que tout ça, c'est le fruit, entre guillemets, surtout venant d'un partenaire indéfectible en règle générale. Ça veut dire quelque chose. On a aussi un partenaire à la frontière qui est l'Algérie, qui aujourd'hui est un allié de la Russie, que ce soit au niveau militaire ou que ce soit au niveau, entre guillemets, de la politique internationale. Par contre, ils vont retirer les marrons du feu. Parce qu'il y a 2 robinets. Il y a le robinet russe pour le gaz, il y a le robinet algérien. Et entre guillemets, pour que les supertankers américains viennent le remplacer, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir remplacer cet approvisionnement énergétique. Pour le continent africain, aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une fatigue aussi des opinions, entre guillemets, à une fatigue des circuits affairistes. Le départ de Bolloré d'Afrique n'est pas à négliger, son remplacement n'est pas à négliger. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable redistribution des cartes. Et cette redistribution, quoi qu'on fasse, elle aura lieu. Et je pense que quoi qu'on fasse, et la France l'a parfaitement compris, je ne pense pas qu'on pourra obtenir ce qu'on a obtenu par le passé. Et il faudra obtenir par la négociation et le commerce qu'il y a plusieurs années, on obtenait en implantant des bases, etc. Ça sera plutôt des partenariats gagnant-gagnant avec des pays africains, des partenariats économiques plutôt qu'imposer des visions militaires ou une vision un peu plus... La Turquie est aussi bien présente sur le continent africain. D'ailleurs, c'est important de voir son positionnement. Oui, c'est un partenaire africain. C'est un partenaire africain, mais est-ce que c'est un partenaire encore russe? Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas, à ma connaissance... je voudrais bien entendre Quentin Delarue justement sur le sujet, sur l'impact de la crise sur le continent africain. J'allais oser un peu vous parliez d'ancien monde et de nouveau monde. C'est vrai que jusqu'à ce que la Russie et la Chine arrivent en Afrique, on pourrait rajouter l'Inde et le Brésil oui, aussi.
Mais bon, disons la Les Russie... pays émergents. Voilà, les pays émergents. Et la Turquie aussi. La Turquie, voilà. Bon, la question de l'émergence aussi, enfin, bref, passons. Mais je pense que c'est vrai qu'il y avait évidemment l'héritage de relations entre la France et les États africains, entre la Grande-Bretagne et les États africains. Pour la sécurité, la communication, puisqu'on parlait de communication, même si ce n'est pas seulement cela, la France communiquait, se dit je suis là, je reste présent en Afrique pour défendre notamment le Mali, pour éviter qu'ils tombent dans des mains terroristes. L'Angleterre communiquait pas, puisqu'elle l'a filé à l'anglaise, si je puis dire, et les États-Unis mettent finalement leur logistique à disposition, ce qui nous a permis de réagir. Mais je pense que vous parliez de traumatisme, de ce qui se passe, de l'impact de la Russie en Ukraine, mais il y a eu un autre traumatisme à mon avis aussi, c'est que les Africains ont vu quasiment un État passer sous des mains terroristes. Et là, je pense que ça a été aussi un peu... bon, où les États africains, on le savait déjà, hein, mais ont réalisé eux-mêmes finalement jusqu'où pouvait aller la faiblesse de leur... Mais si vous permettez de parler justement de ces États où L'Afghanistan. des organisations terroristes se sont formées, ça s'est joué souvent sur des armes qui ont été distribuées, je pense à la Libye. Est-ce qu'on ne va pas reproduire le même schéma aujourd'hui en Ukraine, à investir des milliards en armement pour armer les Ukrainiens ? Est-ce que c'est pas l'histoire qui bégait? On recommence la même histoire? Oh non, pas vraiment. Enfin, parce que, bon, je veux dire, qu'on prenne le Moyen-Orient ou l'Afrique, peut-être même davantage le Moyen-Orient, le terrorisme s'est développé sur des populations locales. Les armes distribuées en Libye, on les a retrouvées au Sahel. Oui, d'accord, mais le terrorisme s'est développé sur un opportunisme local, en fait, de populations locales qui ont vu là une opportunité, en fait, de faire valoir leur voix qu'elles n'arrivaient pas à faire valoir au niveau de l'État central. Et ça, c'est un parallèle qu'on peut faire entre le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Ukraine, c'est pas vraiment la même chose tout de même. Mais je pense qu'au niveau des... Ça risque pas de passer dans les pays de l'Est. Les pays de l'Est. Les pays de l'Est, l'ex-Yougoslavie avec l'Estonie, la Lettonie, c'est un autre sujet. Bon, la Moldavie. Si, mais sur les Balkans, si vous voulez, on le voit très bien sur la République serbe de Bosnie, sur les velléités nationalistes et sur le soutien en fait de la Serbie à Moscou. Pour moi, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, pardon, je digresse des opinions publiques africaines, je prends les aspects balkaniques, une poudrière aussi, à mon avis, qui l'a été, la poudrière, on l'a vu en 14, mais à mon avis, il faut faire très attention à cela pour nous, parce qu'on a des États dans les Balkans qui sont engagés dans des processus d'adhésion où ça ne fait pas du tout l'unanimité au niveau de l'Union, j'allais dire américaine, l'Union européenne. Et là, on a pour moi vraiment un risque comment dirais-je, de conflits ethniques et religieux, mais surtout ethniques non réglés dans les Balkans, qui, avec l'impact en effet de la Russie en Ukraine, et si on verra jusqu'où elle va aller, peut vraiment pour nous être peut-être encore plus dangereux que finalement l'impact même russe en Ukraine. On est dans les États désunis d'Europe. Oui, historiquement oui, dans les Balkans oui, mais quand même là au niveau de l'Union européenne non. Un dernier tour de table, le temps fuse. Monsieur Koundougoumi, pour conclure, sur cette crise et sur la perception du continent africain, sur le devenir. Tout dépend de la résolution de cette crise. Il est très tôt pour analyser ou se projeter ou mettre en perspective la réaction des Africains. Si le dialogue et les négociations prennent la main et que les gens arrivent à sortir de cette crise par le haut, l'impact est différent. Mais si le dialogue échoue et que c'est la force qui a gain de cause, l'impact va être catastrophique parce que beaucoup de principes d'intangibilité des frontières vont sauter et que l'Afrique se retrouvera peut-être à choisir son avenir sans prendre position ou à prendre des décisions elle-même. Afidel Houssine, votre conclusion? Je pense que si on doit parler de l'Afrique, je pense qu'aujourd'hui la jeunesse elle est pragmatique, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une jeunesse qui s'éduque de plus en plus sur le continent africain. Je pense qu'on a de plus en plus de savoir qui est distribué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'écart entre guillemets en termes de savoir entre l'Afrique et les autres continents il est en train de se réduire. Et je pense que l'Afrique saura, entre guillemets, ou les pays d'Afrique sauront la direction qui est la meilleure pour eux, pour l'emprunter. Dans les années à venir, je fais confiance à cette jeunesse. Et si on doit parler de choses négatives comme le terrorisme, etc., tout dépend de ce qu'on donne comme définition à ce fameux terrorisme.
par exemple distribuer des armes à des milices en Ukraine qui ne les rendent pas au gouvernement central, on pourrait aussi appeler ça du terrorisme parce qu'ils l'utilisent dans le Donbass et cette fameuse guerre qui dure depuis 2014 où il y a eu plus de 15 000 morts. Des bombardements. Voilà, et des gens qui ne sont pas jugés. Il y a eu la fameuse journaliste Anne-Laure Bonnel qui témoigne avec des institutrices coupées en deux. Donc le terrorisme, c'est quelque chose qu'on emploiera plus. C'est un peu à géométrie variable. Bah, c'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est-à-dire que si on avait parlé d'une institutrice coupée en deux et que ça avait eu lieu en Afrique ou dans le monde arabe, on aurait parlé de terrorisme. Là, on est en train de parler de conflit armé parce que c'est l'Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, la géométrie variable, elle est actée, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'en discuter. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une vision qui est basée sur la réelle politique pour essayer de ne pas trop s'égarer de ce qui se passe. Et on est bien, pour moi, toujours dans le domaine de la loi du plus fort. Et parmi ces trois plus forts, on a les États-Unis, la Russie et la Chine qui vient toquer pour prendre sa place. Mariam Bouslam, Non, moi, positif pour l'Afrique? Pour l'Afrique, je pense qu'elle a tout son rôle à jouer. Et encore une fois, on ne peut pas encore... je pense que c'est trop tôt, en effet, de juger de comment son rôle va être distribué, redistribué, à la fois en interne, les pays entre eux, comment leur rivalité, leur rapport de force vont s'opérer, et puis comment, de manière unanime, via les institutions, les CEDEAO, l'Union africaine, comment vont-ils se faire entendre. Mais en tout cas, moi, je mise beaucoup sur la jeunesse, l'opinion publique, et bien évidemment aussi les femmes, parce qu'on sait très bien que les femmes en Afrique ont tout un pouvoir sur les sociétés très matriarcales. Et puis surtout, j'étais, moi, relativement assez surprise du nombre d'étudiants africains et de présence des citoyens africains en Ukraine qui ont été et qui sont toujours encore malmenés pour fuir le pays, parce qu'il faut aussi le signifier. Il y a un tri qui est fait pour ceux qui peuvent sortir du territoire ukrainien en toute sécurité entre les Ukrainiens et les Africains de l'autre. Pas plus tard que hier, il y a eu 400 étudiants marocains qui ont pu regagner le territoire marocain. C'est énorme. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'Africains en Ukraine. Pardon ? 80 000 étudiants africains en Ukraine, c'est énorme. On n'en a pas conscience, et ça rejoint le propos sur le fait que les jeunesses africaines sont de plus en plus cultivées, instruites, et elles sont l'avenir de l'Afrique. Encore une fois, il faut attendre comment vont se positionner et les États-Unis, et l'Europe, et la Russie, et aussi la Chine, parce qu'il ne faut pas oublier cette puissance militaire. Quentin Delarue, en conclusion sur le sujet africain. En vous écoutant, j'étais en train on est dans une évolution où les opinions publiques africaines, la jeunesse africaine en particulier, puisque s'il y a bien un endroit dans le monde où la jeunesse est très importante en termes de proportion de la population, c'est en Afrique en particulier, c'est qu'elles vont avoir un choix. Toutes les jeunesses sont connectées, sont courantes, sont éduquées, etc. Donc elles ont un choix d'opportunité d'information, une liberté d'expression qui est un poids très important, de plus en plus important sur les États africains d'ailleurs. Et toute la question, elle va être là. On parlait de l'émergence de la Russie et de la Chine en Afrique. Jusqu'où je me pose la question de savoir comment ces États vont pouvoir répondre. Peut-être dans l'accompagnement des États africains, parce que les États africains disent, certains, on en a marre de la France, on en a marre des anciennes pays coloniales, etc. Bon, on se retourne davantage vers la Russie et la Chine, mais si on critique ce que les pays occidentaux peuvent apporter de bon comme de mauvais, et qu'on se demande un petit peu c'est ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais peut-être que c'est peut-être la phrase de ce débat. C'est pas le modèle, c'est pas le modèle politique qui fait rêver. Aujourd'hui, personne ne rêve du modèle politique chinois ni du modèle politique russe. Bien sûr. Donc les Africains doivent inventer leur propre modèle. Absolument. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'ils aient. Ils sont en demande de solutions pour trouver cela. Mais il y a un équilibre à trouver. L'émission touche à sa fin. Je tiens à vous remercier pour la qualité de vos interventions. Moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous, non pas vendredi prochain, mais mercredi, pour la journée, non pas de la femme, mais la journée internationale des droits de la femme. Merci de le préciser. Merci à vous. À mercredi. C'est important. Au revoir.